Et rebonjour à tous, nous sommes toujours sur la scène du coup Streamlab et nous sommes avec des stars, il semblerait, puisque vous ne l'avez pas vu, mais ils se sont fait applaudir littéralement quand ça arrive sur scène. Alors je vais vous présenter un petit peu, comme d'habitude vous me dites si je me trompe, on peut toujours se tromper. Alors, nous recevons actuellement une équipe de passionnés qui font littéralement rayonner en fait l'univers de Doctor Who, clairement, en France. Alors, il me semble que c'est depuis 2015 que vous avez ouvert la chaîne. Vous êtes imposé comme une véritable référence grâce à des vidéos aussi variées que créatives. Donc, entre analyse d'épisodes, décryptage à chaud, jeux, expériences culinaires, inspirées de la série, bien évidemment, et bien plus encore. Vous avez des centaines de vidéos au compteur, ça commence à compter pas mal. Une communauté fidèle et surtout des projets toujours plus ambitieux. Donc actuellement nous avons donc Piperpot, Team. J'ai toujours du mal à le dire, je vous préviens. Bonjour. voilà, qui sont actuellement avec nous sur une scène. Ils incarnent une passion communicative qui fait vivre l'esprit Doctor Who sous toutes ses formes. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci pour l'accueil. On peut les applaudir. Merci. Tu nous présentes mieux que nous, on se présente nous-mêmes, quoi. Si tu veux, je t'envoie tout et comme ça, tu pourras te présenter. On va pouvoir refaire notre description YouTube qui dit juste 3 phrases. C'est pas mal, ouais. Je vous l'enverrai, c'est promis. Alors peut-être, on va commencer par la base de la base. Comment est née l'idée de créer une chaîne entièrement dédiée à Doctor Who ? Alors, c'est né de plusieurs choses qui se sont passées en même temps. J'avais un boulot pourri, aliénant. Je pensais qu'à ça. Et Julien disait, faut qu'on se fasse un projet ensemble. Tu penses à autre chose et un truc qui prend du temps. Il y avait aussi le fait que on regardait pas mal YouTube, mais il n'y avait pas énormément de contenu sur Doctor Who. Et surtout, il y avait 0 contenu sur la série classique. Il y en a qui connaissent pas Doctor Who ou pas ? Levez la main, les coupables. J'en fais partie. Non, c'est vrai, ils connaissent, je les connais, c'est des abonnés. Pour les gens qui seraient sur Twitch, Doctor Who, c'est l'histoire d'un alien qui voyage dans l'espace et le temps à l'aide d'une cabine de police qui en fait est un vaisseau spatial qui s'appelle un TARDIS, qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, et c'est juste ça le pitch de départ. Du coup, ça peut être n'importe quoi par rapport à ça. Mais Doctor Who, ça date de 1963, et il y a eu une très longue pause entre 1989 et 2005, et la plupart des fans ont vu les épisodes à partir de 2005. Nous, on était en train de regarder la série classique en 2015 et ça nous saoulait qu'il y ait très peu de vidéos qui parlent de la série classique. Étonnant, n'est-ce pas, que personne ne fasse de vidéos sur la série classique, mais bon, en français. Et donc, on s'est dit, on va commencer à faire des vidéos sur la série classique. Et en fait, c'était tellement une niche de niche que les gens qui étaient fans de la série classique se sont mis à nous suivre super vite. Et très, très vite, on a gagné plusieurs centaines d'abonnés. Parce qu'ils trouvaient ça trop cool qu'une chaîne se spécialise dans cette niche de niche, en fait. Et on a démarré comme ça. Et après, au bout d'un moment, quand il y a une saison qui est sortie, on se dit on aimerait bien parler de cette saison, parce qu'on est quand même fan de tout Doctor Who à la base, pas uniquement de la série classique. Et mais donc voilà, à la base, c'est né un peu comme ça, de cette envie de faire un truc. Moi, j'aimais bien faire de la vidéo. Enfin, j'ai déjà fait de la vidéo sur Watt TV et Dailymotion. Ah oui, quand même. Ouais, c'est vieux. Hein. J'ai commencé à faire de la vidéo en 2008. Et j'avais complètement arrêté avec les études. Et du coup, Julien, ça le tentait aussi, parce qu'on avait fait que des petits machins pour rigoler entre nous, quoi. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Dracojo, c'est que vous étiez pratiquement les précurseurs, en fait, limite. Il y en avait avant, mais ils ont arrêté entre-temps, en fait. Il y en avait quelques-uns avant. Après, on n'était pas les premiers, mais je pense que dans ceux qui ont vraiment duré, on est parmi les premiers, en fait. Mais il y en a beaucoup qui ont commencé vers... entre 2013 et 2015, il y en a beaucoup qui ont essayé de commencer, en fait. Mais dans ceux qui ont vraiment réussi à tenir un petit peu, c'était plus ceux qui ont démarré vers 2015. Il y a Dracojo qui est venu sur cette scène il y a 1 heure, qui est dans le public, salut Dracojo, qui a commencé en même temps que nous, en fait, par exemple. Oui, c'est ça. D'accord. À quoi ressemblait la toute première vidéo, là, il va falloir vous souvenir, à quoi ressemblait la toute première vidéo ? Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur, justement, ses débuts ? La toute première vidéo, du coup, ça s'appelait les LSTST. Je sais plus. Little Shortcuts Through Space and Time. Donc en gros, on voulait, c'était notre truc sur les classiques, c'est qu'on regardait les classiques. Et en fait, moi, j'ai 0 mémoire. Et j'aimais bien, j'avais envie qu'on fasse des vidéos courtes qui résument les épisodes.
Et en fait, on le faisait pour nous. En fait, on regardait l'épisode et à la fin, on faisait vas-y, on va faire une vidéo courte, on va mettre un peu d'humour. Et aujourd'hui, moi, j'aime encore les regarder aujourd'hui. En vrai, le rythme est un peu lent et tout ça, mais je trouve que on peut encore les regarder en fait. Mais voilà, après. Ça se voit que ça a 10 ans, que je me remettais à peine sur un logiciel de montage, que on était plus jeunes. Voilà, c'est balbutiant. Puis c'est le rythme de l'époque aussi. Hein. Ouais, c'était l'époque. C'était tu fais des vidéos giga courtes où tu parles très très vite. Et en fait, c'est des vidéos où même je m'accélérais pour que je parle encore plus vite en fait. Parce que c'était aussi le but, on trouvait ça rigolo de faire le résumé le plus vite possible. Mais c'était vraiment une époque où sur YouTube, tu faisais des vidéos, si elles dépassaient 5 minutes, c'était bizarre, quoi. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas long. C'est ça, et donc en fait, on faisait des résumés en 2-3 minutes, quoi. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le rythme paraît étrange, mais que nous, on le recontextualise et tout ça, on trouve que c'est perfectible, évidemment. Mais il y a toujours quelques blagues où on se dit celle-là on l'avait plutôt bien trouvée, donc du coup on en est quand même assez fiers. Il y a certains LSTST qui ont mal vieilli, il y en a aussi, on les regarde, on fait on a osé faire ça. Ouais. Je vais savoir c'est lequel. Une blague sur Mimimati. Qui a été la première vidéo qu'on nous a volée. Comment ça? En fait, on a fait une parodie où il y avait Mimimati en docteur et c'était au moment du Brexit. Et c'était la première vidéo où on voyait pas notre tête ni entendre ma voix. Et du coup, il y avait des groupes qui avaient volé la vidéo pour la reposter sans crédit sur leur page, en fait. J'étais pas content. Mais ça peut se comprendre, ça se comprend totalement. Alors justement, donc on parle de vidéo, mais on va un peu revenir sur Doctor Who. Qu'est-ce qui, selon vous, et c'est selon vous, rend Doctor Who si unique par rapport à d'autres séries de science-fiction? Qu'est-ce qui fait que vraiment on s'attache autant à Doctor Who? Moi, je pense que c'est ce que disait Pauline au début, c'est le pitch de base. C'est qu'en fait, on a vraiment un extraterrestre qui voyage dans l'espace et le temps. Et puis c'est tout. Après, on fait ce qu'on veut à partir de là. Et du coup, ça peut donner des épisodes très marrants, des épisodes angoissants, des épisodes qui vont partir dans tous les sens. Enfin, ça peut vraiment aller loin. Et en fait, moi, je suis pas du tout série. Je regarde très peu de séries. Et Doctor Who, en fait, c'est même pour moi, c'est juste que c'est plus qu'une série. C'est vraiment un univers qui, du coup, en fait, même les épisodes les moins bien ont quand même une place dans mon cœur, quoi. Après, du coup, pourquoi c'est mieux que Star Trek, je sais pas. On va pas le dire parce que on va pas créer de guerre entre communautés. On va éviter. Mais oui, il y avait, c'est ce qu'on parlait, on a un peu parlé avant, et c'est vrai que Doctor Who, le fait que déjà le scénario est assez original. Le fait qu'il y ait c'est interdit en fait, et un docteur qui change, je crois que le seul qui vient en tête c'est peut-être James Bond, où ça change le personnage, mais c'est le seul, c'est assez original en fin de compte. Il y a toute une théorie selon laquelle James Bond est un Time Lord. Déjà, il est britannique, tu vois. J'y avais pas pensé. Et souvent, tu vois aussi souvent dans les acteurs qui vont être pressentis pour l'un et l'autre, tu vas avoir des récurrences. D'ailleurs, vous avez une théorie que vous adorez? Une théorie sur Doctor Who qu'on adore. Question dure comme ça, brûle pour point. Une théorie qu'on adore sur Doctor Who. Ah, moi j'en ai une. En fait, tout ça c'était qu'un rêve. C'est le premier docteur qui va se réveiller et en fait toute la suite c'était un rêve. C'est un petit peu la Pokémon là. C'est la théorie qu'on peut mettre sur tout en fait. Oui, c'est ça. Sur les Simpsons aussi, ça va souvent. Dès que c'est rentre dans l'imaginaire façon en général. Oui. Je réfléchis, mais c'est dur. En fait, je fais très peu de théories. Ouais. C'est pas trop mon truc. Mais on fait surtout des théories sur les saisons récentes. Mais là, il y en a une qui vient de finir. Et donc, les théories que j'aimais bien, elles sont caduques maintenant. Alors, c'était lesquelles? J'avais la théorie que le père de la compagne Ruby, qui avait en fait, toute la saison 1 s'était focalisée sur sa mère. Et en fin de saison, on nous dit « Ah là là, je vais rencontrer mon père, dont on n'a jamais entendu parler avant. » Mais il y avait plein de mystères autour de Ruby. Genre, il y a de la neige qui tombe. À un moment, il y a un personnage qui s'appelle Maestro qui fait... qui dit un truc et d'un coup il y a la neige qui tombe et on entend la musique d'un personnage qui s'appelle le Trickster, et donc je m'étais fait tout un truc genre le père de Ruby c'est le Trickster. Parce qu'en plus c'est un dieu du Panthéon, les 2 saisons elles ont joué là-dessus, j'adorais cette théorie mais elle est complètement caduque, c'est juste qu'en fait le compositeur Murray Gold il aimait bien cette musique, il l'a recalée là. Il n'y avait aucun rapport.
Mais c'est ça qui est très drôle justement avec les théories, c'est qu'on en fait énormément, on est fan de théories, et quand on arrive à la conclusion, on est en mode, eh ben non, en fait, c'était juste comme ça. Ah si, j'en ai une, mais par contre, elle spoil à mort. Non, si vous voulez la savoir, venez à Mata, parce que ça spoil la dernière scène. Je préfère ça. Ouais, et j'aime beaucoup cette théorie. Si vous voulez une théorie adorable sur la raison du dernier plan, vous pouvez venir sur notre stand 501 dans le hall B, et je vous la partagerai. Eh ben, vous savez où elle est juste après. Alors, est-ce que y a un thème ou une période de la série que vous trouvez sous-estimé ou mal compris par le public? L'air Whittaker. Oh, c'est... Oh, oui, wow. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui sont d'accord. Bah oui, j'allais dire pareil. C'est une ère où on est complètement... surtout Pauline a mal vécu l'ère, en fait. Tellement les gens étaient méchants et ils comprenaient rien, en plus. C'est ça le problème. C'est vrai. En fait, il y a beaucoup de fans qui, dès la première saison, sont partis sur le principe qu'ils n'allaient pas aimer l'air. Et qui, du coup, ont été infects dès le premier épisode. Avec parfois... Alors, il y a des gens qui n'aiment pas l'air et... Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec l'écriture, voilà. Mais il y en a qui étaient giga injustes et où tu sentais... C'était la première femme docteur et tu sentais... Ils te disaient pas, ils vont pas dire « moi je suis sexiste et je veux pas de la femme docteur ». Mais tu sentais dans la manière, c'est « ouais, je sais pas trop ». Mais ils avaient pas vraiment d'argument, tu vois. C'était genre « je le sens pas ». Mais qui commençait, tu vois, dès que tu commençais à parler avec eux, ils devenaient super agressifs. Et en fait, ça m'a bouffé la vie. Sur la saison 11, ces commentaires un peu passifs-agressifs contre l'écriture, contre le docteur, contre l'air en général et ce qui était en train d'être fait, étaient vraiment méchants. Et si tu avais le malheur d'aimer, on te traitait carrément de crétin. On te disait... non, mais là, je te dis une insulte sympa. Oui, c'est gentil. On nous a dit des trucs affreux. C'est vrai. Et en fait, je me souviens, on fait des critiques après chaque épisode. Et on a sorti un sur un épisode Tsuranga Conundrum. Je vous dis ça, voilà. Est-ce qu'il y a des fans de Tsuranga Conundrum dans la salle? Voilà, bon. C'est un peu la déception. Est-ce qu'il y a des gens qui détestent Tsuranga Conundrum, mais genre viscéralement? On va ni l'un ni l'autre. Non, en fait, vous êtes juste... ouais. On est d'accord, c'est un épisode. Il est bien. Il existe. Il a le bonheur d'être là. On s'éclate pas des masses devant, mais il est un peu insignifiant, quoi. Tu vois? Mais quand il est sorti, il y a eu une haine contre cet épisode. Je n'avais jamais vu ça. C'était hallucinant. En fait, le truc, c'est que nous, on a mis un avis mitigé, genre, bon, c'est pas extraordinaire, mais on n'a pas passé un mauvais moment. Il y avait quelques personnes qui l'avaient adoré, qui nous disaient « oh, comment vous le défoncez, non mais ça va pas » et tout. On disait « mais on le défonce pas, l'épisode, enfin, c'est quoi ce délire ?» Mais il y avait surtout énormément de gens qui ont dit « mais vous avez rien compris, vous êtes vraiment des gros abrutis, mais c'est quoi ce délire, mais n'importe quoi » et tout. Et en fait, on s'en est pris des dizaines. On est sur Twitch, Pauline. Hein, donc pardon, bonjour Twitch. Comment ça va Jeff Bezos? Ça s'est bien passé le mariage, j'espère. N'oublie pas de m'envoyer mon chèque, s'il te plaît, à la fin du mois, hein, pour les Twitch Prime, merci. Bref, je sais même plus ce que je disais. Oui, on s'en est pris plein, et j'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fait une nuit blanche, quasi, parce qu'en fait, je repensais aux commentaires et j'en chialais, en fait. J'étais vraiment mal. Et Julien, il m'a dit, tu prends ça trop à cœur. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis éloignée du fandom. Et je me suis plus rapprochée de ma communauté à moi, qui est vachement bienveillante, en fait. Et c'est le moment aussi où on a commencé à trier les commentaires, parce qu'on s'est dit, mais à quel moment c'est acceptable au principe que tout le monde a le droit à son opinion, de laisser les gens nous insulter, en fait. On s'est dit, les commentaires qui insultent, que ce soit nous, ou qui insultent les showrunners ou les acteurs et tout ça, c'est niette. C'est les gens, ils ont le droit de pas aimer, mais ça passe pas par l'insulte. Et mine de rien, depuis, je trouve que notre espace commentaire, il est plus sain. Mentalement, je vais mieux. Et souvent, dans notre communauté, on nous dit, nous, on aime bien venir chez vous parce qu'on a le droit d'avoir notre avis. Mais en fait, il n'y a pas les gens qui vont venir nous taper sur la gueule parce qu'on a cet avis-là. Et c'est ce qu'on essaie de créer aussi. Je sais plus ce que c'était ta question de base, je suis partie ailleurs, je crois. Mais c'est pas grave, voilà. Je vous aime bien, vous êtes sympa. Merci d'être bienveillant et de parler avec gentillesse de vos avis. C'est beau. Du coup, là-bas, c'était y a-t-il un thème ou une période de la série que vous l'ère du 13e docteur, du coup. Voilà. On est un peu parti autre part. Mais en vrai, c'est un sujet important à aborder parce que c'est pas... Alors, c'est lié à Doctor Who, c'est lié aussi à votre chaîne. On oublie rapidement que la communauté, elle est assez vaste
Et comme tu l'as si bien dit, chacun a son avis, mais aussi chacun, en fait, il y en a qui vont, qui on va dire, ont une pensée qui peut être extrême, comme ce que tu as dit. Et c'est vrai que si on part sur l'idée YouTube, sur votre chaîne, on va dire que supprimer les épisodes, enfin supprimer ce genre de commentaires, oui, c'est peut-être la meilleure chose à faire. On peut juste ne pas leur répondre, mais le truc, c'est que du coup, les autres... Ouais, mais moi, ce qui me gêne avec ça, c'est que les autres qui vont lire les commentaires, ils vont voir, et eux, ils vont vouloir répondre, et ça va alimenter la machine. Eux vont être mal toute la journée, parce qu'en fait, c'est le truc que je me dis, c'est... Moi, je me sens mal en lisant ces commentaires, j'ai envie de leur répondre, et ça me met encore plus mal de leur répondre. Je dis, mais les gens réagissent comme ça aussi. Je dis, des gens qui sont pas forcément bien en ce moment, ont des soucis et tout ça, qui ont juste envie de kiffer et de parler avec des fans, ils vont aller dans nos commentaires et voir des gens qui disent « Ah bah dis donc, la femme docteur, machin truc !» J'ai pas envie qu'ils soient confrontés à ça. Genre « Bah dis donc, shooting à toi, alors oui, bon, moi je m'attendais pas trop à un docteur comme ça. » J'ai pas envie que des gens se retrouvent sur des trucs comme ça. Ils portent des jupes. Ah ouais. Ah oui, par exemple, on a eu un commentaire que j'ai supprimé récemment qui disait « Ouais, bah bon débarras shooting à toi, moi le docteur qui porte des jupes, très peu pour moi. » Non, je ne l'ai pas supprimé, je lui ai répondu bah, il est écossais, tu penses qu'il porte que des Bermudas. C'est vrai que je leur réponds très rarement, mais celui-là, j'avais de la réponse, alors je lui ai dit. Incroyable, cette réponse est géniale. Et en plus, d'habitude, je les supprime celui-là, mais celui-là, j'avais envie de lui répondre. Mais justement, tu vois, j'ai pas envie que quelqu'un, justement, shooting à toi, c'est un très bon exemple. C'est un acteur qui est queer, qui revendique ses positions, qui est très engagé politiquement et tout ça. Et du coup, il y a plein de gens qui sont très contents d'avoir eu un docteur qui, justement, assume sa queerness, assume ses positions politiques et qui se sont reconnus en lui grâce à ça. J'ai pas envie qu'ils aillent dans nos commentaires, qu'ils disent il laisse passer des gens qui sont intolérants et qui trouvent que c'est normal d'avoir des propos LGBT-phobes ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est important aussi de créer un espace safe. On n'a pas assez dans le fandom, je trouve. Ce qui est bien, c'est que tu as répondu justement à ma question d'après, donc j'aime beaucoup. J'ai plus besoin de la poser, merci. Alors, je sais également, en faisant des petites recherches, que vous avez interviewé quand même beaucoup de monde, dont des voix françaises, par exemple. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à partager ? J'ai cru que tu allais nous demander c'est quel votre préféré. Je veux pas... Non. Alors, je peux, mais... On va partir en débat, je crois, sur ça. On a interviewé, du coup, David Macaluso, qui est le directeur artistique. Le directeur artistique de la VF. Depuis 2005, c'est toujours le même, ouais. Et en fait, c'est rigolo parce qu'à la fin de l'interview, je sais pas, on a le droit de le dire ? Je sais pas ce que tu vas dire. Bref, je vais le dire du coup. À la fin de la saison, on l'a interviewé en milieu de saison 1, de la saison 1 qui vient d'arriver, de la nouvelle série. Et à la fin, on avait arrêté les caméras et tout. Il dit bon, alors c'est quoi vos théories ? Alors on dit, alors dans mes souvenirs, on avait dit Soutek, Suzanne et je sais plus la troisième. Je sais plus la troisième. Et en fait, il nous a dit vous en avez au moins une de bonne. Et du coup, en fait, bah oui, c'était Soutek, mais en fait, on a compris assez facilement ce qui était. Donc en fait, il nous a un peu spoilé. Disons qu'en fait, on se doutait fortement que c'était Soutek parce que c'était la théorie populaire qui avait le plus d'indices avant même la saison. Et donc en fait, parce que Russell T. Davies, le showrunner, avait pas mal teasé le fait que ce personnage allait revenir, pour la simple et bonne raison qu'il a dit dans le Doctor Who Magazine, oh bah dis donc, il y a quelqu'un de la production, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a le nom de l'acteur d'Hercule Poirot qui est écrit là ? Et bah oui, David Suchet, ça ressemble à Soutek. Donc en fait, c'était un indice assez fort, et puis il y a 2 indices dans le trailer. Mais donc oui, en fait, on en était sûr, après qu'il nous ait dit ça, il fait, ok, il y a Soutek dans la saison. Mais merci David de ne pas nous l'avoir dit quand même cash. Je pense qu'il n'avait pas le droit de toute façon. C'est bien faisable, ouais, c'est bien possible qu'il n'ait pas le droit, effectivement. Et sinon, les acteurs de la VF, ils sont adorables. Ils sont adorables. Si vous avez l'occasion de les voir en convention, foncez, ils sont trop gentils. Les 3 ensemble, c'était chaotique par contre. On a interviewé, alors du coup... David Manet, Mark Weiss et Marsha Van Boven, donc les doubleurs du 10e et 14e Docteur, 11e Docteur et 13e Docteur. Et 9e, non ? Et 9e Docteur, c'est vrai que David Manet, il a aussi fait le 9e Docteur. Et c'était chaotique. Ils sont belges déjà. Et du coup, les Belges sont très... ils aiment bien rigoler. Et entre eux. Ouais, c'est à cause de la bière peut-être. Ouais. Non mais pour de vrai, en fait, la mentalité belge est très proche de nous. On vient du Nord, donc on a une mentalité assez proche des Belges, où c'est un peu...
on dit souvent, on s'amuse. On met dans notre sourire le soleil qu'on n'a pas dehors, tu vois. C'est vrai. Tu sais, très amicaux et très allés à l'avant et tout. Et du coup, on s'est super bien entendu avec eux, quoi. C'était génial. Moi, j'ai une anecdote. Ah, vas-y. Pardon, j'ai pas le temps, c'est ça? Si, tu as le temps. Ouais, j'ai on le a temps. 3 heures là, non? On est là, on est bien dans les canapés, ils sont trop bien. Moi, j'ai une anecdote par rapport on a fait une interview de François Dubuc, qui est un des adaptateurs de Doctor Who, qui a par exemple cette saison fait Lux et les 2 épisodes finaux, et donc en fait qui a écrit la VF. Il est venu chez nous. Ouais. Et il est venu manger tout ça avant l'interview, et puis il voit sur mon fond d'écran, il y avait Monsieur Ringeding. C'était avant le début de la saison. Et lui, il avait déjà rendu son script de Lux traduit. Et il se trouvait ça trop fort que j'ai déjà ça et tout ça. Et là, d'un coup, il se dit, la scène finale, enfin, il y a une scène post-générique où on voit des fans de Doctor Who. Et il y en a une qui donne son avis et qui dit, moi, je trouve que c'est un épisode qui était plutôt bon. Et d'un coup, il s'est dit, j'aurais dû mettre dans la VF, à chaud, je trouve que c'est un bon épisode. Pour faire une référence à notre série. Et en fait, il a contacté, après qu'on ait fait l'interview, il contacte le directeur artistique David Macaluso. Il dit, je viens de voir cette idée alors que j'étais en interview avec les Pepperpots. Il fait, mais c'est une idée géniale. Le problème, c'est que je viens de terminer la VF de Lux. Oh non. Et du coup, ils se sentaient tous les deux, mais pourquoi on a oublié ça et tout. Mais rien que le fait qu'ils y aient pensé, je me sens honorée. Voilà, pour vous, maintenant, c'est canon, j'espère. Alors, pouvez-vous également nous parler de Pepperpot Annual, je le dis bien. Est-ce qu'il représente pour vous? Le Pepperpot Annual, c'est random comme question, mais ok, ouais. D'accord. Mais je voulais la poser en fait, celle-ci, ça m'intéressait. De quoi? Du coup, le Pepperpot Annual, c'est un magazine. Enfin, c'est un magazine qu'on a sorti 3 fois, je crois. On en a fait 3, 4, 5. Ah ok, quand même. Je crois 5. Il y a eu des oublis. 5. Qui parodie les Doctor Who Annual, qui sont des sortes de petits magazines qui sortent tous les ans. C'est pas spécialement intéressant, c'est un peu fait pour les enfants. Enfin, c'est un vieux concept qui date des années 60, donc où dedans il va y avoir des histoires, des images, des retours sur l'année en fait. Et on a voulu faire ça. Alors nous on a fait très parodique en fait. On a vraiment fait. Et du coup, je sais pas quoi dire. De fil en aiguille, en fait, à la base, c'est vraiment juste des petits jeux, machin, truc. Et de fil en aiguille, on l'a un peu développé. Déjà, il y en a beaucoup. Enfin, le dernier qu'on a fait, c'était en 2021 ou 2022. Et il était passé à 48 pages, je crois, alors que c'était 16 au départ. Et on a rajouté des articles ou des sujets. On a demandé à des gens de participer aussi, des gens qu'on aime bien dans la commune. On s'est dit, tiens, ils peuvent avoir un truc intéressant à dire sur un sujet. Et du coup, ils ont écrit un article dessus. Et du coup, en fait, c'est devenu un projet un peu plus collaboratif, même si c'est surtout nous derrière et qu'on récolte. Et où nous-mêmes, on écrit des textes, tout. Et c'était juste trop fun à faire, quoi. Parce que c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'en plus, on fabrique des goodies, mais stupides avec. Genre, une année, on a fait des hand spinners pour tous les. En fait, on l'a fait en financement participatif, on a atteint 200%. On a fait, on va faire des hand spinners pour tout le monde, avec nos têtes dessus. Très mauvaise idée, ça pèse lourd un spinner. Ne faites pas ça. On a eu du surplus d'envoi par la poste sur tous les colis. 200. Autant vous dire que, en fait, on était déficitaires sur celui-là et de beaucoup. mais ça nous amuse. On aimerait bien en faire un nouveau. Parce que... Moi, tu peux l'annoncer là. On en fait un nouveau. Bon, on en fait un nouveau. Voilà. Et en contrepartie, il y aura un vinyle de nos chansons. Non, c'est une idée. C'est à voir, mais on aimerait bien faire un vinyle de nos chansons, de notre achat sur l'Eurovision et d'autres. Mais on ne sait pas si on pourra, vous emballez pas trop. Non, j'en ai chanté une hier en live avec le Trooper déjà, alors ça ira. Incroyable. Et justement, j'allais vous dire, est-ce que vous avez d'autres projets? Et vous avez déjà dentisé un, donc... On n'en a pas qu'un seul, c'est ça le problème. N'hésitez pas. Pas de souci, ouais. Mais il y a le Tardis qui est venu. Bonjour le Tardis. Bonjour le Tardis, coucou. Du coup, notre projet, Pauline. Oui, on veut savoir, là, teasez-nous, teasez tout le monde. Les prochains projets, ceux qui sont pas encore sortis, on peut pas en parler. Si, il y en a, on peut parler, on en parle souvent. En fait, en 2019, on a fait un documentaire qui s'appelle Doctor Who, le fandom français,
et qui durait 1h30, dans lequel on était allé voir des fans et on leur avait demandé de nous parler de leur rapport à Doctor Who. On avait spécifiquement fait des fans qui font des trucs dans la commu pour montrer comment des fans essayent justement de faire vivre la commu et tout ça. Et cette année, on a commencé à refaire des interviews pour une autre version, une espèce d'update. Et on a interviewé par exemple Hugo Couturier qui n'arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure. Voilà, il sera dedans. Et du coup, en fait, là pour le coup, on n'a pas pris que des gens qui sont actifs en train de faire des choses, voilà, mais des gens qui sont fans et qui sont là depuis longtemps ou pas. Mais voilà, on a essayé de faire un panel un peu plus grand. Je ne sais pas du tout quelle forme ça aura au final parce qu'on va avoir beaucoup trop d'interviews. Mais on voudrait faire un truc un peu moins, tu sais, un peu moins scolaire, où ça va plus être, on discute avec des gens, en gros. Et j'espère que ça sera bien. Et j'espère qu'on pourra le mener à terme parce que je trouve ça chouette. J'adore parler avec des fans. Donc voilà. Et ben j'espère aussi pour vous. On va croiser les doigts, mais je pense que ça devrait le faire. C'est juste, ça va prendre beaucoup de temps. Il faut caler ça entre les autres vidéos. C'est compliqué. Et ben bon courage. Merci. En tout cas, c'était... Pourquoi ils applaudissent là? Oh, c'est beau, message d'amour. En tout cas, c'est merci. toujours le même, hein, vous remarquez. C'est toujours le même. Hein. Non, mais c'est notre plus grand fan. C'est celui qui donne le plus sur Patreon. Alors, il croit qu'il a des passe-droits, tu vois. En tout cas, merci à vous pour cette interview. Merci à vous de nous avoir invités. Avec Suivez plaisir. On Joue Pop Corner, c'est trop bien. Nous, on regarde souvent le week-end. Ouais, on met ça Quand le vous êtes matin. en convention, on se met ça en fond et tout. Et c'est Incroyable. trop un bonheur. Alors, abonnez-vous. Merci. Merci beaucoup pour Oh là là, l'invitation. on voit Merci les- d'avoir été là. On voit les abonnements monter en direct. Oh là là. Un grand merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.